Et voilà, encore une innovation douteuse qui me vaudra de nombreux commentaires sur c'est moche ce que vous faites. On fera mieux la prochaine fois. On retrouve pour ce stratégone, on voulait le faire avec Jacques Hoggard, qui a un problème technique, donc, mais il nous fera une interview pour nous parler de Poutine et de sa mise en cause par la presse française sur Poutine. On se retrouve avec Ulrich Reichsner et Édouard Husson, que vous connaissez par cœur. On va aujourd'hui poser la question de Poutine est-il un acteur rationnel? Alors, je le sais parce que et Ulrich et Édouard sont des poutinolâtres, donc je voulais me donner l'occasion de s'exprimer. Et il y a en France en tout cas, mais je pense que c'est aussi le cas dans le monde germanique, une intense activité de propagande pour expliquer que Poutine est fou, que c'est un malade mental, qu'il est animé par des choses absolument abominables. Et moi, chaque fois, j'ai toujours eu le sentiment que, au fond, Poutine était probablement beaucoup plus rationnel que les dirigeants occidentaux. Alors, il a sa rationalité à lui, si j'ose dire, mais j'ai jamais senti que ce mec-là était déséquilibré. Et là-dessus, je me suis dit, bon, on va parler de la psychologie politique de Poutine, bien entendu. On ne va pas rappeler ses rapports avec sa mère, sa grand-mère et son père. On va évoquer essentiellement son approche de la politique et sa façon d'approcher la relation avec les Occidentaux. Est-ce qu'elle est complètement dingue ou pas? Là-dessus, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de saisir déjà vous, ce que vous en pensez, et puis d'essayer de remettre en ordre, si j'ose dire, ce qu'on sait objectivement de la perception que les dirigeants occidentaux ont de Poutine, parce que je pense qu'au-delà de la propagande qui est faite pour dire aux gens Poutine est fou, il y a sans doute une vision différente, un Sarkozy, les dirigeants américains, un Macron, un Hollande, qu'est-ce qu'ils ont pu, des dirigeants allemands, qu'est-ce qu'ils ont pu dire de Poutine. Alors là-dessus, Ulrich, toi qui aime Poutine, est-ce que, de ton point de vue, Vladimir Poutine est un être rationnel, un politicien rationnel ou pas? En comparaison avec d'autres, bien sûr, oui. Parce que il y a, si on observe ce qu'il fait depuis 25 ans maintenant, il y a toujours des stratégies à observer, il y a des tactiques à observer. C'est pour ça qu'on peut bien trouver des grandes lignes. Mais c'est intéressant parce que tu as parlé des pays germanophones et aujourd'hui c'est intéressant parce que aujourd'hui c'est le 25e anniversaire de la première élection de Vladimir Poutine à la présidence russe. C'est aujourd'hui, en effet. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui dans les médias, il y a bien sûr des grands articles. Et c'est intéressant si on regarde les titres. Par exemple, on écrit dès le début, il a régné par la guerre et par la terreur. Et l'Allemagne a détourné le regard, par exemple. Ou on dit l'Europe a peur. Ou 25 ans du Poutine, 20 ans de guerre. C'est pour ça, il y a, je vais commencer par ça parce que c'est important, parce que la presse, les médias, ça dessine toujours le cadre aussi pour la politique. Et en effet, j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet, c'est-à-dire depuis très longtemps, je m'occupe des questions de la personnalisation dans la politique. Et si tu regardes aujourd'hui les articles dans la presse germanophone, il y a en effet trois particularités. Et peut-être on peut commencer par ça. Par exemple, l'accent est mis sur sa personne. Et il y a aussi une attribution de motifs et des caractéristiques sur sa personne qui ne peuvent pas être vérifiées. Parce que ni moi, ni toi, ni Édouard, ni les journalistes connaissent Vladimir Poutine personnellement. C'est pour ça, alors on ne peut pas prouver ça. Deuxièmement, il y a ces articles,
il y a une occultation totale de la contribution de l'Occident et de l'OTAN en ce qui concerne ces 25 ans de Poutine. Alors, les articles, ils traitent tout ce qui s'est passé dans les 25 années, ils le traitent comme c'était seul un jeu de Poutine. Et s'il n'y avait pas, par exemple, une contribution, notamment de personnalités telles que l'ancienne chancelière Merkel de l'Allemagne ou le président français Hollande, par exemple, en ce qui concerne le développement de la situation en Ukraine. Troisièmement, il y a un choix de mots péjoratifs, tels que, par exemple, dictateur, dirigeant, agresseur, pour désigner sa personne, ou ses actions, comme par exemple, il ne lâche plus le pays ou il profite de la faiblesse des autres. Ce que je veux dire, c'est le cadre, ce sont les narratifs dans les médias qui dessinent aussi le cadre de la politique de l'Ouest. Hein. Et c'est pour ça, si on demande aujourd'hui, Poutine est-il un acteur rationnel ou pas, il faut distinguer entre l'image dans la presse ou dans la politique et la politique qu'il fait ou la politique de la Fédération russe. Mais selon toi, à titre personnel, au-delà de ce que dit la presse, toi, est-ce que tu penses que Poutine est un acteur rationnel ou irrationnel? Il est un acteur rationnel parce que j'ai toujours compris qu'il agit comme président de la Fédération russe. C'est un grand, c'est pas bien pareil comme en Autriche ou en Allemagne où il y a des personnages de la politique qui agissent comme des acteurs. Hein. Mais pour Poutine, il agit comme président de la Fédération russe. C'est pour ça, pour lui, c'est la représentation des intérêts d'un pays. Et c'est pour ça que je pense, en ce qui concerne cette approche, il est bien rationnel, oui. Et quand même, après, on va laisser Édouard répondre à cette question, mais est-ce que, selon toi, il a des côtés irrationnels? On parle beaucoup certains disent, par exemple, qu'il est entouré, comme on dit, de yes men, c'est-à-dire qu'il est déconnecté de la réalité, qu'il est entouré que d'une cour qui lui dit ce qu'il a envie d'entendre et qu'au fond, je dois dire, par souci d'équipe d'information, que la liberté de la presse en Russie n'est pas exactement la même que celle de ce qu'on pourrait espérer dans une démocratie libérale, même si nous avons tous conscience que la liberté de la presse dans nos démocraties s'est beaucoup réduite depuis les 30 dernières années. Mais est-ce qu'il y a des côtés irrationnels chez Poutine? Moi, je trouve très très difficile à répondre à cette question parce que il faut constater, il y a bien sûr cette théorie de l'esprit. C'est un terme technique utilisé en psychologie pour désigner la capacité à comprendre les états mentaux. C'est pour ça comprendre des états mentaux comme cause possible d'un comportement. Alors, il faut toujours demander, est-ce possible de dire ce qui se passe dans la tête de Poutine? Moi, je dis non. Parce que moi, je peux aussi pas dire ce qui se passe dans ta tête, Eric, ou dans la tête d'Edouard en ce moment. C'est pour ça, il faut toujours être bien prudent en ce qui concerne des choses comme ça. Hein. Alors, comme chez toute personne, bien sûr, il y a aussi chez l'homme Poutine des côtés irrationnels, des côtés rationnels, mais moi, je observe toujours les faits, c'est-à-dire moi je suis tout à fait prussienne en ce qui concerne l'observation, c'est pour ça j'observe les faits, j'observe les résultats.
Et bien sûr, pour la plupart, si on observe la stratégie de la Fédération russe, par exemple, en ce qui concerne l'Europe, il y a toujours des lignes, il y a toujours des logiques. Et c'est pour ça, je voulais toujours dire, oui, c'est plutôt rationnel. Bon, alors, Édouard, je suis sûr qu'il est intarissable sur ce sujet. Non, c'est une question que je me pose comme historien, puisque j'ai été formé comme historien, et je sais que le défaut premier de l'historien, c'est de partir de l'idée qu'un acteur, un grand acteur politique, un chef d'État, un chef de gouvernement, est rationnel, et donc d'essayer de trouver une explication, expliquer pourquoi il a fait ça. Il a fait ça parce qu'il avait un but rationnel. Donc, effectivement, le premier réflexe, c'est de se dire, d'abord, le chef observé, il a moins de marge de manœuvre que ce que nous croyons, il est pris dans des contraintes, et puis il peut agir par émotion, par colère, par vengeance, etc. Donc, pour prendre des catégories très simples. Donc ça, déjà, il y a une méthode, il faut se méfier. Ensuite, on a un deuxième problème concernant Vladimir Poutine, c'est le fait que les dirigeants occidentaux, mais en fait les influenceurs et les journalistes occidentaux bannissent du débat le discours d'une personne qui ne dira pas Poutine est fou, Poutine est irrationnel, ce qui rend extrêmement difficile de savoir de quoi on parle. Alors moi je vais dire des choses assez simples. Quand il est arrivé au pouvoir, donc il y a 25 ans, comme le rappelait, un petit peu plus de 25 ans, parce qu'il a été Premier ministre avant d'être président, comme le rappelait Ulrike, moi je le connaissais pas, j'ai posé des questions à des journalistes, il y avait plus de liberté à l'époque d'esprit chez les journalistes occidentaux, j'ai demandé à des amis russes, mais finalement il était peu connu. On connaissait pas ses motivations. Et je pense qu'il y a tout un mythe autour de Poutine, l'homme du KGB, l'homme mystérieux, l'homme silencieux. En plus, c'est pas un très bon orateur, objectivement. Et donc, les gens sont toujours un peu déroutés parce qu'il a une vraie présence personnelle. Ça, tous les Russes qui observent nous le diront. Mais en même temps, quand il parle, il est assez mécanique, il est assez juriste, il est assez presque ennuyeux d'ailleurs. C'est rarement un bon orateur. Donc, moi, ce qui m'a frappé, la première chose dont je me souviens concernant Poutine, c'est sa réaction au 11 septembre 2001, où moi, je ne savais pas du tout ce qu'il allait faire, mais j'ai constaté qu'il s'est mis du côté des États-Unis et qu'il a autorisé les avions américains à installer des bases à proximité de la Fédération de Russie, etc. Et là, c'est la première fois que je me suis dit, cet homme pense à long terme, parce qu'il est évident que voir les Américains revenir en Afghanistan, surtout alors que la guerre de Tchétchénie n'était pas complètement finie, c'était dangereux. Mais j'ai supposé qu'il y avait un calcul chez lui, et que ce calcul, c'était un calcul dans la durée. Et je pense que quand un homme politique réfléchit dans la durée, on peut dire qu'il y a une forme de rationalité. Alors, on ne va pas voir le détail. J'ai remarqué aussi que systématiquement, il proposait des coopérations au président américain. Il a vu un petit peu Clinton, ensuite surtout Bush Junior. Il a été, c'est ça, 8 ans président en même temps que Poutine. C'était les 2 premiers mandats de Poutine. Et là, j'ai vu que systématiquement, les dirigeants américains, finalement, éconduisaient les demandes russes. Et que, par exemple, Poutine a vraiment proposé un accord d'association de la Russie à l'OTAN. Et ça a été refusé. Et alors, à ce moment-là, il y a le discours de février 2007 à la conférence sur la sécurité de Munich, donc avant la fin du 2e mandat de Bush, et qui effectivement est un coup de tonnerre parce qu'il dit le monde unilatéralement dominé par les États-Unis, ça ne va pas. Et alors là, surprise de tout le monde. Et on voit d'ailleurs comment le discours sur Poutine, qui était relativement équilibré, bascule. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de rationalité chez les adversaires de Poutine.
on cherche à savoir s'il y en a chez lui. En entendant ce discours, je l'ai pas entendu en direct, mais je l'ai écouté 2-3 jours après, je me suis dit, ah, donc, mon hypothèse était juste, il a d'abord pensé que son pays était en position de faiblesse, ne pouvait pas se distancier des États-Unis, et puis aujourd'hui, il pense que son pays est plus fort et a les moyens de s'opposer aux États-Unis. Voilà. C'est le genre de réflexion que moi j'ai faite depuis le départ. Je voudrais, avant qu'on continue le débat, je voudrais souligner une dernière chose, c'est que plus on personnalise le pouvoir russe en disant Poutine, moins on comprend le vrai fonctionnement du pouvoir russe. Et Poutine gouverne de manière beaucoup plus collégiale que ce qu'on croit. Tous les observateurs sérieux de la Russie le disent. Poutine prend rarement une décision tout seul et la plupart de ses décisions sont prises après des consultations souvent longues et très collégiales. Ça veut dire quoi concrètement, Édouard, cette collégialité? Qui sont les gens qui sont associés au pouvoir derrière Poutine, si j'ose dire, autour de Poutine? Prenons deux noms connus. D'abord, Shoigu, qui a été pendant plus de 10 ans ministre de la Défense, et qui, alors même qu'il y a une purge sévère à cause d'affaires de corruption apparemment du ministère de la Défense, a quand même gardé, même s'il n'est plus ministre, une forme de confiance de Poutine puisqu'il préside le Conseil de sécurité de la Fédération, si je me trompe pas. Prenons un autre exemple, Lavrov, qui lui est ministre des Affaires étrangères de Vladimir Poutine depuis 2004. Donc ça fait 21 ans, si je me trompe pas. Il est évident que la plupart des décisions stratégiques ont été prises avec ces deux personnes. Donnons un autre exemple qui a beaucoup fait fantasmer en Occident, Medvedev. Bon, la constitution russe ne permettait pas que Poutine fasse plus de 2 mandats. Et donc, on se retrouve un petit peu comme dans le jeu des chaises musicales à la grande époque de l'Union soviétique où les individus à la fin d'un mandat changeaient de fonction. Poutine devient Premier ministre, Medvedev est élu président. Alors on va dire que je dis les élections étaient finalement un peu organisées, etc. Pourquoi pas? Moi, ma perception de la Russie, c'est que ça ressemble beaucoup à la France de Napoléon III du point de vue du régime. Qui n'était pas une grande démocratie. Mais qui avait quand même l'idée qu'il fallait un suffrage populaire pour vérifier la légitimité du chef. Voilà. Donc, mais là encore, ma comparaison, il faudrait en discuter dans le détail. Mais donc, Medvedev devient président, Poutine devient Premier ministre. Et puis, 4 ans plus tard, Poutine redevient président et Medvedev cède la place. Moi, je pense que ce genre de mécanisme serait quasiment impensable dans un système politique comme le système politique français où l'individualisme des dirigeants est beaucoup plus exacerbé. Il me semble que, en revanche, quand on regarde l'histoire russe un peu plus longue et en particulier l'histoire de l'Union soviétique, eh bien, on voit bien ce type de gouvernement collégiaux. On parlait de troïka au début de l'ère Brejnev. On a vu que Khrouchtchev a eu du mal à établir son pouvoir. Là, je pense que Poutine, en fait, il n'est respecté par les autres que parce qu'il est le primus inter pares. Et d'ailleurs, on sait très bien que la grande difficulté pour lui, c'est d'être un point d'équilibre. Certains le jugent trop mou, d'autres le jugent trop dur. Alors, c'est surtout en Occident qu'on le juge trop dur, mais en Russie, il y a des tas de gens qui le trouvent trop modéré. Par exemple, pourquoi n'a-t-il pas démarré une guerre au Donbass dès 2014? Mais parce que, alors on revient à la question de la rationalité de Poutine. Poutine se disait que acquérir ces territoires alors que la Russie était seulement convalescente en développement économique, c'était trop lourd parce qu'il se disait aussi que il fallait pas absorber trop à la fois, etc. Voilà une forme de rationalité, mais que certains lui reprochent en Russie. Je vois Ulrike opiner du bonnet sur ce que dit Édouard. Qu'est-ce que tu veux ajouter
Ulrich, à ce que vient de dire Non, Edouard. j'aime bien cette expression de l'individualisation des leaders occidentaux parce que c'est ce qu'on peut observer dans ce jour. Et je voulais ajouter, par exemple, si tu prends le monde académique en Russie, hein, et si tu prends les analyses en ce qui concerne l'Ukraine, en ce qui concerne le Proche-Orient, en ce qui concerne la situation de la Fédération russe dans un monde de plus en plus multipolaire, tu vas chercher le nom Poutine, tu vas jamais trouver. C'est pour ça que sont nous dans l'Ouest, hein, qui sont bien concentrés sur cette personnalisation. Et au contraire, en Russie, on trouve plutôt une approche collective. C'est-à-dire, ça veut dire tout ce qui concerne, par exemple, la politique étrangère, les Russes sont bien concentrés sur pardon, la loi internationale et les organisations internationales. Et ça, selon moi, mon observation, ça désigne toujours aussi le cadre de Vladimir Poutine, parce que lui, il est juriste. Et si je ne me trompe pas, il a aussi écrit son dernier examen sur une question de la loi internationale, si je ne me trompe pas. C'est pour ça que j'ai toujours observé que les Russes disent, en ce qui concerne le monde multipolaire, en ce qui concerne la politique étrangère, écoutez, il y a des règles, il y a les cadres, et il faut trouver sa place dans ce monde multipolaire. Bien sûr, on peut aussi observer chez Poutine comment on dit, des côtés plutôt émotionnels. Par exemple, si on pense, il y a chaque année, chaque an, il y a une conférence de presse qui est bien un grand truc en Russie pour montrer que le président de la fédération écoute aussi les gens. Il y a toujours un tas de questions plusieurs parties du pays. Mais pour la plupart, on observe une approche rationnelle, si on appelle une approche rationnelle le cadre de la loi internationale et des organisations internationales. Alors, je voulais quand même qu'on revienne, parce que j'aimerais bien qu'on... Tout à l'heure, on parle 3 minutes de l'Ukraine. Est-ce que l'invasion de l'Ukraine était un acte rationnel? Mais avant ça, Edouard a évoqué la proposition que Poutine avait faite d'un partenariat entre l'OTAN et la Russie. Est-ce que Poutine croyait réellement à un rapprochement possible avec l'Occident? Et est-ce qu'il a été déçu? Est-ce qu'au fond, en lui, il y a une forme de sensibilité irrationnelle, d'émotion, de déception vis-à-vis de l'Occident qui lui a menti? C'est-à-dire que l'Occident a cherché, au fond, à exploiter les propositions favorables que Poutine faisait pour affaiblir la Russie. Est-ce qu'il y a chez Poutine, est-ce qu'il y avait une sincérité dans son désir de se rapprocher de l'Occident, et est-ce qu'aujourd'hui il y a une déception qui explique ces stratégies? Ulrich, vas-y, après Edouard répondra parce que je sais que c'est un sujet qui tient. Est-ce que selon toi, Ulrich, Poutine est déçu par l'Occident? Je voudrais dire plutôt peut-être oui. Parce que je pense que c'était toujours un but de lui de rétablir la Fédération russe. Rétablir, ça veut dire rétablir cette fédération avec sa place en Europe.
Et l'Europe, c'était toujours très important, non seulement pour Vladimir Poutine, mais aussi pour le monde académique, comme je dis, en Russie. Alors, ce regard à l'Ouest, trouver une nouvelle forme de coopération, d'être ensemble, d'agir ensemble, trouver des règles, établir de nouvelles règles pour coopérer. Et oui, je pense il y avait toujours quelque chose comme un problème en observant ce qu'ils font. On fait des leaders, par exemple, comme moi j'ai appelé Angela Merkel ou François Hollande en ce qui concerne l'Ukraine, etc. Oui, peut-être, mais Edouard va peut-être ajouter quelque chose. Edouard, sur ce sujet. Alors, je pense qu'Ulrike avait raison tout à l'heure, quand elle disait en commençant, c'est très difficile de se mettre dans la tête d'un dirigeant vraiment, à moins d'écrire un roman. Mais on voit que même Tolstoï, dans Guerre et Paix, il est prudent sur ce qui se passe dans la tête de Napoléon. Il fait surtout de la philosophie. Mais plus sérieusement, les dirigeants russes sont toujours déconcertants. Si on regarde par exemple le traité de Vienne, donc 1814-1815, il y a une générosité pro-française d'Alexandre Ier, du tsar Alexandre Ier, qui n'est pas forcément dans les intérêts de la Russie, et on peut dire pour garder l'équilibre, pour que la France ne soit pas abattue, mais c'est pas quelque chose qui allait de soi. Il n'y a pas beaucoup de leaders, sans doute, qui participent au Congrès de Vienne, qui ont la même réaction face à la France de la Révolution et de l'Empire, dont ils considèrent qu'elle a semé beaucoup de troubles. Je vais donner un autre exemple, c'est effectivement Gorbatchev qui est assez déconcertant, puisqu'il met une confiance dans la relation avec l'Occident, et il est persuadé que la maison commune européenne, ça va se construire, qu'il va y avoir des intérêts. Par exemple, il est intéressé très tôt par l'écologie, que la planète, ça va permettre aux Américains et aux Russes de travailler ensemble. Et je pense que Poutine, il ne faut jamais oublier qu'il est sorti de la matrice du KGB des années 80, et c'est là qu'on avait pensé l'avenir de la Russie. Parce qu'on se disait ça va plus, il y a la Russie et les pays environnants, et ça va plus, on est en train de perdre la course économique, on n'arrive pas à se moderniser, et donc je crois que Poutine au départ il fait ce qu'il a vu d'autres faire, ou ce qu'il a reçu dans les écoles, dans les formations du KGB, c'est-à-dire que il faut essayer la coopération avec l'Occident. Alors si ça marche pas, moi je crois que une fois qu'on a dit ça, il y a un calcul rationnel qui est de dire tant que je suis faible, et objectivement, rappelons-nous, en 99, la Russie est très très affaiblie. L'espérance de vie des hommes est tombée à 58 ans à cette époque. Donc, c'est quand même un signe de très mauvaise santé pour la société, pour le corps social. Donc, Poutine, tant qu'il se sent faible, il se dit il vaut mieux coopérer. C'est pas la peine d'essayer de jouer au fortiche quand on l'est pas. Et puis, on voit bien que progressivement, en même temps qu'il est désillusionné, certainement, il s'éloigne de l'idée que le partenariat est obligatoire. Et même, on est arrivé aujourd'hui à ce paradoxe où Poutine s'est tourné vers la Chine. Mais on voit bien que il s'est tourné vers la Chine, mais la carte américaine, c'est assez rationnel. D'ailleurs, ça va lui permettre de garder une forme d'équilibre s'il arrivait à un accord avec Trump. Alors, il y a un dernier élément plus anecdotique, quelque chose que j'ai entendu dire par l'ancien chancelier allemand Schröder, en l'écoutant à l'été 2021 devant un petit cercle, et c'était donc avant la guerre d'Ukraine. Et Schröder disait « Je ne comprends pas les dirigeants européens actuels », donc c'était avant la guerre d'Ukraine, je ne les comprends pas parce que Vladimir Poutine, c'est le dernier homme politique russe qui s'intéresse à l'Europe. La génération suivante sera quasi unanimement tournée vers l'Asie et n'aime pas l'Europe à cause des sanctions. Il faisait allusion aux sanctions suite à l'annexion de la Crimée. Et voilà, c'est pour dire que Poutine a certainement eu un tropisme occidental et européen, et on ne sait pas pour la suite.
Alors, pour justement marquer cette grande scansion, puisqu'au fond, ce qui est souvent répété parmi les commentateurs, les experts qui ne sont pas anti-Poutine primaire, c'est qu'il y a eu cette phase, au fond, pro-occidentale au début, avec l'aspiration à un rapprochement, à un système de sécurité qui rompe, qui coupe avec le rideau de fer. Et puis, il y a l'Ukraine qui devient un point de fixation, l'affaire de Maïdan, et puis l'invasion de l'Ukraine. Est-ce que la décision d'envoyer des chars en Ukraine était une décision rationnelle? Édouard. Alors, je commence. D'abord, bon, on l'a peut-être pas assez dit depuis le départ, mais Poutine est quelqu'un qui peut être quelquefois extrêmement brutal. Il est capable de prendre des décisions. Et comme m'avait dit un diplomate français quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine, il m'avait dit, pour l'avoir observé, Poutine, c'est un cogneur. C'est pour ça, me disait ce diplomate, c'est pour ça que je pense qu'il va entrer en Ukraine, parce que là, il pense qu'il faut cogner. Bon, donc, faut pas. C'est pas parce qu'on parle de sa rationalité qu'on doit s'abstenir de dire que il est quelquefois très décidé et brutal, de manière peut-être apparemment irrationnelle. Mais taper, c'est rationnel si on est le plus fort. Alors, est-ce qu'il était le plus fort? D'ailleurs, il n'en était pas sûr. Mais bon, mais là, on parlait aussi de la. Alors là, c'était assez rationnel dans le cadre de la dissuasion. Le discours, le bref discours que Poutine a fait le 4 mars, la veille du discours de Macron, en disant 4 mars 2025. 2025. Je traduis de manière un peu approximative, mais ça revenait à dire si la France veut jouer avec la dissuasion nucléaire, qu'elle joue, mais c'est forcément nous qui gagnerons à la fin. Donc Poutine peut être extrêmement brutal. Alors, ça peut être considéré comme une forme de rationalité. Moi, ce que j'observe, c'est que en 2014, il ne reprend que la Crimée parce qu'il a peur de Maïdan, des conséquences de Maïdan. Il a évité une prise d'intérêt otanienne en Géorgie 6 ans plus tôt. Et il veut faire la même chose, et il sait que stratégiquement, enfin tous les dirigeants russes le savent depuis au plus tard la guerre de Crimée, qui s'est mal passée pour la Russie au milieu du 19e siècle. Il y avait une coalition des Français, des Britanniques et des Ottomans qui ont attaqué la Russie. Il sait que c'est stratégique. Sébastopol, c'est stratégique. Il pouvait pas y avoir une flotte de l'OTAN à Sébastopol. Voilà. Bon. Donc, mais il ne prend que ça. Et il attend pour le reste. Il attend, en fait, 8 ans. Alors, donc, il n'y a pas de, c'est pas l'invasion de l'Ukraine n'est pas une décision irréfléchie. Ensuite, là où il y a une forme de rationalité, c'est que il propose encore une fois un grand règlement à Biden, un petit peu comme il avait fait avec George Bush 20 ans plus tôt. Et Biden ne dit pas, ne dit rien, refuse. Et à ce moment-là, on commence à jouer avec l'idée que l'Ukraine pourrait avoir des armes nucléaires. Et donc, il me semble que l'invasion de la Russie, on peut la condamner selon le droit international, mais ça ne doit pas empêcher d'expliquer l'action et la réaction. Il y a une provocation américaine qui laisse dire à Zelensky que l'Ukraine va s'équiper d'armes nucléaires, et donc à ce moment-là, automatiquement, il y a une réaction qui est brutale mais rationnelle, qui consiste à dire, dans ce cas-là, on envahit l'Ukraine pour mettre fin à ce qui porte atteinte aux intérêts de la Russie, ce qui était une sorte de potentielle nouvelle crise de Cuba, mais inversée, aux portes de la Russie et non plus aux portes des États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ulrich, de cette idée de la rationalité ou non de l'attaque en Ukraine? Est-ce que tu penses que est-ce que c'était un calcul? Donc on parle pas de morale ici. On sait qu'en Occident. Non du tout. Mais j'aime bien cette discussion parce que
selon moi, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que il y a toujours dans la politique, je ne sais pas l'expression en français, en allemand on dit Spieletheorie. C'est la théorie des jeux, non? La théorie des jeux. Vous connaissez ça? D'accord. Et c'est très intéressant pour moi cette discussion parce que je me suis toujours demandé si tout ça s'est commencé en Ukraine il y a 3 ans. Je me suis demandé alors quelle rationalité, parce que les Russes et bien sûr aussi Poutine, ils sont des grands joueurs à l'échec. C'est pour ça j'ai toujours pensé alors le calcul c'est quoi? Le calcul envers l'Europe et le calcul envers les États-Unis, parce que moi j'avais l'impression que c'était pas la même chose au début. Et j'avais toujours l'impression que c'était le calcul de Poutine, le calcul de son entourage, de dire d'accord, parce que ils ont toujours encouragé les Européens d'être plus indépendants des États-Unis. On pourrait observer ça. Et en février 2022, et après, j'avais l'impression, bon, c'était le calcul rationnel des Russes, de Poutine, de dire d'accord, les Européens, ils vont jamais être tellement irrationnels, de guérir cette guerre ou de supporter l'Ukraine ou de pousser des nouvelles sanctions parce que c'est irrationnel, parce que ça veut dire un dommage pour l'économie en Europe. Alors c'est pour ça que j'avais toujours l'impression que la grande surprise pour les Russes et pour Poutine, c'était que les Européens ont posé comme les Américains les sanctions, etc., les sanctions en ce qui concerne l'énergie, parce que pour les Russes, pour Poutine, c'était une réponse irrationnelle. Et ça, c'est un point intéressant parce explique-nous pourquoi tu dis ça. Non, si c'est encore la théorie des jeux. Les Russes disent d'accord, si on va faire cette invasion en Ukraine, ils savaient qu'il y avait des sanctions parce que il y avait des sanctions depuis 2014. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça, bien sûr, il y avait un calcul russe. Aura-t-il encore des sanctions de plus ou pas? Mais j'avais toujours l'impression que les Russes et aussi Poutine étaient surpris que les Européens ont accepté un grand dommage économique par imposer des sanctions en Russie. C'était quelque chose qui n'existait apparemment pas dans leur calcul rationnel, parce que c'est le théorie des jeux. Et toujours, si on écoute des conférences de presse ou si on lit aussi des analyses, les Russes sont toujours très surpris en ce qui concerne cette irrationalité de l'Ouest, parce que on voit bien que avec ces sanctions contre la Russie, il y a encore de plus en plus de dommages économiques en Europe. Et pour les Russes, pour Poutine, c'est quelque chose d'irrationnel. C'est pour ça qu'ils avaient préparé quand même. Pardon ? Ils étaient préparés aux sanctions économiques. Ils savaient les Européens ? Non, les Russes étaient préparés aux sanctions. Bien sûr, c'était dans leur calcul, mais je pense qu'ils étaient bien surpris que l'Europe accepte un grand dommage économique pour sanctionner les Russes, pour supporter l'Ukraine. Moi, je pense que c'était pour Poutine et pour les Russes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça, si tu parles avec les Russes, si tu parles avec des cercles académiques, c'est toujours la même question. Par exemple, si je parle avec mes amis en Russie, ils disent pourquoi les Européens agissent-ils tellement irrationnellement
Ça c'est intéressant. Et si on se pose la question, Poutine avait-il un calcul rationnel? Je pense que la question de réaction européenne était toujours inclus dans ces calculs rationnels. Édouard, pour conclure cet entretien, Alors, tu partages cette idée que, au fond, un Poutine considère que les Européens sont irrationnels et les Occidentaux dans leur soutien excessif, aveugle à l'Ukraine? alors si je comprends bien ce que dit Ulrike, ou en tout cas moi, la perception que j'ai, c'est que effectivement, Poutine avait inclus dans son anticipation les sanctions américaines. Il avait inclus pour la forme des sanctions européennes, mais par exemple, il a trouvé totalement irrationnel et donc il n'avait sans doute pas anticipé à ce point la rupture avec l'Allemagne et le fait que l'Allemagne renonce aux accords de gaz russe. Oui, c'est ça. Pour dire les choses autrement sur ces premières semaines de la guerre d'Ukraine, je crois que c'est intéressant parce que ça montre que la rationalité politique, elle est très vite mise en cause par les événements. Les Russes entrent en Ukraine à 1 contre 3. Ça veut dire qu'ils s'attendent à ce que déjà le fait de leur invasion amène l'Ukraine à la table de négociation. Et on voit bien que ça vient assez vite. En même temps, bon, ça se passe pas très bien. Donc à ce moment-là, deuxième pression, les Russes utilisent les premières armes hypersoniques entre le 12 et le 19 mars. Hein, 2022. 2022. Bon. Et effectivement, ça fait très peur aux Ukrainiens. Ça, on l'a pas assez perçu à l'époque. Et d'où la négociation qui va vers l'accord d'Istanbul. Il y a un premier protocole qui est signé et certains se disent ça va être la paix. Et je pense qu'effectivement, là où Poutine est surpris, même s'il s'attendait à une opposition américaine, c'est au fait que l'Europe, pas simplement les États-Unis, pousse l'Ukraine non pas à signer Istanbul, mais au contraire à rejeter Istanbul. Et donc je crois que ça dit bien les choses, c'est-à-dire qu'il y avait bien un calcul rationnel chez les dirigeants russes, en particulier chez Poutine. Simplement, ce calcul a été démenti par les événements et donc eux qui étaient entrés à 1 contre 3 en Ukraine, ce qui, de mon point de vue, ne voulait pas dire la volonté de conquérir l'Ukraine, mais au contraire de donner un coup, de frapper pour forcer à la négociation, eh bien, ils se sont retrouvés progressivement à devoir s'équiper, à devoir recruter. Rappelons-nous ce qui est le basculement de septembre 2022. Et aujourd'hui, on a une situation qui est inversée puisqu'il y a 2 à 3 Russes pour un Ukrainien sur le champ de bataille et la guerre dure depuis 3 ans. Et je pense que très clairement, Poutine avait calculé qu'elle dure moins. Mais en même temps, les Russes, et c'est pas simplement Poutine, ils s'adaptent extrêmement vite. Autre exemple sur le champ de bataille, on a souligné des faiblesses du dispositif russe, et en fait, on s'aperçoit que les Russes prennent des coups, ils encaissent des défaites, même simplement tactiques, par exemple l'invasion de Koursk, mais ils apprennent très vite. Et sur le terrain, ils imaginent les parades. Et voilà un autre exemple de la rationalité russe qui n'est pas simplement celle de Poutine. Bon, écoute, je vous remercie pour ces analyses où en fait on entend en creux que au fond, Poutine a été surpris par la détermination de l'Occident à maintenir la guerre en Ukraine. Il n'avait pas complètement anticipé ce fait. C'est un peu ce que vous nous dites tous les deux. Oui, parce que peut-être c'est une forme de conclusion paradoxale, peut-être est-il par moments trop rationnel, où il n'inclut pas assez l'irrationalité dans certains calculs. Voilà, on pourrait dire ça. Ulrike, avant que je fasse quelques petits rappels, tu veux dire le mot de la fin, parce qu'au fond, Poutine est-il trop rationnel? Non, je pense la question fondamentale, c'était l'énergie. C'était l'énergie et comme l'a dit Edouard, je pense que c'était inclus dans le calcul
de Poutine et de son entourage que jamais, jamais, jamais l'Allemagne, l'Autriche, etc., tous les pays qui sont dépendants du gaz russe, vont-ils couper l'énergie avec la Russie? Alors, si tu penses rationnellement, c'est clair. Mais là, il y avait bien sûr une rupture. Et c'était pour ça que on peut observer chez Poutine aussi, je pense, une certaine manière de ne pas pouvoir comprendre pourquoi les Européens agissent-ils tellement irrationnellement. Merci en tout cas pour ces interventions qui remettent un peu de rationalité, de politique dans des sujets qui sont traités de façon totalement hystérisée dans le débat public. On vous rappelle que l'objectif du courrier, c'est précisément de remettre un peu de calcul, de rationalité, de réflexion dans des positions qui sont souvent très émotionnelles. Ulrike, merci. On te retrouve vendredi. Tu vas nous parler de l'union des capitaux, qui est le volet compliqué, caché et en même temps essentiel du plan Rearm Europe. Et comme nous avons entrepris une grande croisade pour expliquer aux gens que non, c'est pas pour ou contre, bien ou mal, mais c'est des sujets fondamentaux sur lesquels il faut se poser des questions en dépassant les biais de confirmation. On en parle vendredi. Demain, Édouard, nous faisons une émission pour faire le point sur ce qui se passe au Proche-Orient, notamment sur l'éviction du patron du Shin Bet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle cache dans la volonté de Netanyahou de dissimuler l'enchaînement du 7 octobre, puisque l'éviction du patron du Shin Bet par Netanyahou est très liée à ce qui s'est passé dans les coulisses du 7 octobre. Et puis donc quelques autres rendez-vous. Moi, je vais faire une ou deux interventions parce que je donne une conférence ce soir sur la presse en ligne et les manipulations, le micro-ciblage, le ciblage psychographique, comme on dit, sur la presse en ligne, sur les manipulations sur la presse en ligne. Je vais faire quelques émissions sur le sujet. Et puis, la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour Chaos Global lundi prochain à Abbeville. Et mardi prochain, vous retrouverez Sophie Delamotte qui va nous parler de projet de loi, probablement du projet de loi sur l'obligation d'installation des médecins, sur la simplification administrative également, qui fait bondir les startups en France. Et puis, mercredi prochain, un nouveau numéro de Stratégone. N'oubliez pas de vous abonner au Courrier des Stratèges. On le redit, l'essentiel de notre activité, c'est une dizaine d'analyses par jour contrariennes sur l'actualité et qui vous permettent de dépasser vos préjugés. Merci beaucoup, Ulrike. De rien, à bientôt. Merci, Édouard. Merci, Eric. Merci, Ulrike. À très bientôt. À très bientôt.